Bonjour, je m'appelle Patrice Revillard, je suis parfumeur chez Maelstrom, un laboratoire de composition de parfums à Paris. Et aujourd'hui, je rencontre Manon de Manottes de Cœur. Hello mes curieux, aujourd'hui on se retrouve dans le laboratoire de Maelstrom en compagnie de Patrice Revillard. C'est un parfumeur indépendant et c'est hyper intéressant parce que vous allez voir dans la parfumerie, vous avez plusieurs parfumeurs, vous avez les parfumeurs maison, vous avez aussi les parfumeurs des maisons de composition, et les parfumeurs indépendants, il n'y en a pas énorme. Enfin, ça commence un peu à grossir en France, mais il n'y en a pas énormément, et c'est intéressant de voir aussi le côté des on va dire, c'est un peu des entrepreneurs aussi dans la parfumerie. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, la société, tes associés aussi, ça peut être intéressant. Alors moi je suis Patrice Revillard, comme tu l'as très bien dit. J'ai cofondé Maelstrom avec Marie Schnierer et Johan Servi, qui sont mes deux associés. Donc Johan se charge plus du côté évaluation, donc c'est lui qui sent avec nous les parfums pour les clients. Et Marie est parfumeur, comme moi. Et est-ce que tu peux montrer la différence entre qu'est-ce qu'un évaluateur et un parfumeur? L'évaluateur, il sera plus sur l'aspect olfactif. Il ne va pas être sur l'aspect technique de formulation. Donc lui, il va être un peu le lien aussi entre le client et le parfumeur. Comme dans une grande maison de composition aussi, il y a des évaluateurs en grande maison de composition. Et c'est lui qui va avoir finalement un peu plus de recul sur nos créations, puisque nous, en tant que parfumeur, on a toujours la tête dans la formule, sur la technique, et lui va avoir l'aspect peut-être plus général de la formule. Et donc, il va prendre du recul sur ça. Exactement, et il a aussi tout le recul sur les différents marchés. Sur les tendances, par exemple le marché du Moyen-Orient est totalement différent aussi du marché français, donc c'est intéressant par rapport aux marques de voir les matières premières utilisées. Et si on se perd au cours d'un développement, c'est lui qui va nous recentrer sur le brief du client, ou ce que le client a demandé, ou si on se perd complètement, il va vraiment nous ramener sur le droit chemin. Et donc, toi, du coup, comment t'es devenu parfumeur? Est-ce que c'était vraiment une passion dès ton plus jeune âge ou Alors non, c'est pas depuis mon plus jeune âge. En fait, après coup, je me suis rendu compte que je m'intéressais aux odeurs depuis très jeune. Je me suis sensibilisé aux odeurs par les plantes et les fleurs, parce que je suis toujours d'ailleurs passionné de botanique. Vous pouvez aller voir son compte Instagram, c'est très joli. Il a un joli univers autour de la botanique. Et donc du coup, c'est ces fleurs qui m'ont amené au parfum. Plutôt à peu près, on va dire, vers mes 18 ans, au moment où j'ai dû choisir un de mes parfums moi-même, et où j'ai dû aussi choisir des études. Ouais. Et du coup, comment on devient parfumeur? Alors, il y a des écoles pour ça, la plupart du temps. Ouais. Il y en a deux principales, on va dire, une à Versailles et une à Paris. Et on est formé donc, pendant environ 3 à 5 ans. Et ensuite, on intègre soit une grande maison de composition, soit on travaille avec un parfumeur indépendant en étant sous son aile, soit on va travailler... D'ailleurs, on n'est pas que parfumeur en sortant de ces écoles-là, on peut être évaluateur, on peut être développeur de produits dans des marques. Et ensuite, on va là où on nous appelle finalement et où on a envie d'aller. D'accord. Et au niveau de tes études, donc toi, tu m'as dit que dans tes stages, tu as pu faire beaucoup de marketing développement aussi. Qu'est-ce qui t'a fait passer, qu'est-ce qui a été le déclic de te dire, bon, en fait, c'est ça ma voie, moi j'ai envie d'être parfumeur, et fini le marketing, on laisse un peu aux oubliettes. En fait, l'avantage, l'atout, on va dire, de l'école où j'étais, donc l'école supérieure du parfum, c'était vraiment d'allier, même si on avait des spécificités en termes de, comment on appelle ça, des spécialités de formation. Il y avait un cursus plus marketing et un cursus plus créateur de parfum, parfumeur. Moi, j'étais du côté parfumeur. Mais en fait, tout au long de la formation, on avait quand même des cours en commun et notamment des cours de marketing. Donc ça permettait de former les futurs parfumeurs à aussi des notions de marketing. Donc ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et former les futures personnes du marketing à de l'olfaction pour connaître aussi comment est constitué un parfum et de quoi on parle quand on fait et quand on développe un parfum. Et c'est souvent ce qui manquait en fait depuis quelques années dans les équipes marketing de développement chez les marques. Et donc c'était un atout en fait. Et j'ai décidé, moi en rentrant à l'école, je voulais être parfumeur. Évidemment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, puisqu'il y a très peu d'élus, on va dire.
Mais j'avais envie en fait, le marketing m'a plu en rentrant dans cette école-là. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, il y a une possibilité de création, une possibilité créative aussi qui est insoupçonnée en fait, quand on ne la connaît pas. Et on avait un prof qui était passionnant, qui nous faisait faire des projets passionnants et vraiment stimulants. Et donc, je me suis dit, je veux faire des stages aussi côté marketing pour, même si je veux devenir parfumeur après, si j'ai la chance de le devenir, au moins j'aurais touché à ça avant. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait du marketing en stage en sachant que je voulais pas forcément faire ça au final. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans le fait de formuler ou dans le fait de créer? Bah forcément, il y a une sorte de recherche de cohérence de produit, d'univers de marque, de cohérence en fait du produit et la marque. Et en fait, quand on a la chance de pouvoir écrire le parfum et aussi avoir sa propre marque peut-être, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais on a vraiment un processus créatif qui est de A à Z. Et on va pouvoir jouer sur cette cohérence, l'histoire qu'on va raconter par le parfum, mais aussi par le produit qu'on met au point. Et ça, je trouve ça passionnant. Et ça serait un souhait pour toi de développer ta marque dans le futur ou Pourquoi pas? Je suis pas fermé, mais pour l'instant, je n'en ressens pas forcément le besoin et j'ai peut-être pas non plus l'idée. Ouais, tu préfères créer pour des marques plutôt que... Pour l'instant, je m'amuse comme ça, oui. C'est un plaisir de créer pour d'autres et je ressens pas le besoin de créer ma propre marque. Et est-ce que tu peux montrer la différence ou expliquer la différence entre qu'est-ce qu'un parfumeur d'une maison de composition, un parfumeur maison qu'on appelle les nez maison, et un parfumeur indépendant? C'est intéressant, je pense. C'est intéressant, oui. Il y a vraiment des cas particuliers. En plus, il y a plein de variantes aussi entre les cas, entre les grands pôles. Mais on a le parfumeur maison, comme tu le dis. Par exemple, on en a un chez Chanel ou chez Hermès. Qui ont la chance de travailler pour une seule maison et qui du coup doivent retranscrire par leur création tout cet univers-là, qui est un travail finalement assez colossal aussi puisque voilà, c'est ça. Là où les parfumeurs des grandes maisons de composition, eux, vont travailler pour plein de marques différentes, mais ce qui les différencie des parfumeurs indépendants, c'est que eux du coup appartiennent à une sorte de grandes entreprises qui sont aussi des sociétés de matières premières qui en interne ont leur propre spécialité de matières premières, soit leur propre matières premières naturelles, soit des synthétiques qui sont leur spécialité et qui ne sont pas vendus ailleurs, donc qui composent aussi avec, ce qui fait toute la particularité de leur création, qui sont ensuite commercialisées sous le nom d'autres marques. D'accord. Et eux travaillent au sein de sociétés qui emploient des dizaines, parfois plus, de parfumeurs et même parfois à travers le monde entier. Donc ce sont les plus grosses entités, on va dire, qui sont sur le marché. D'accord. On peut en citer quelques-unes. On a Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF, qui sont les 4 plus importantes, on va dire, sur le marché. Et ensuite les parfumeurs indépendants. Alors indépendant, c'est un adjectif qu'on n'aime pas forcément chez Maelstrom, mais qui parle aux gens quand même, qu'on l'utilise. Mais indépendant, en fait, souvent indépendant, ça veut dire tout seul finalement, je comprends. Et qui n'a besoin de personne et qui vit seul. Nous, on n'a pas besoin de personne déjà, parce qu'on a nos clients avec qui on travaille, on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous, et on a aussi notre producteur, Accor et Parfum, puisque nous, en fait, en tant que parfumeur, en dehors d'une maison de composition, on n'a pas de centre de production. Donc on a une usine de production qui n'est pas la nôtre, mais qui est détenue par un prestataire, et donc avec qui on travaille étroitement. Donc finalement, c'est un jeu à trois entités, donc on n'est pas si indépendant que ça. Mais on est indépendant par rapport à des grosses structures qui emploient plein de parfumeurs, qui ont un pool de parfumeurs. Donc oui. Après, il y a des parfumeurs qui sont vraiment tout seuls. Nous, on a une équipe, donc, du coup, on est composé de 3 personnes, 4 avec notre apprenti, Emeric. Donc voilà, on n'est pas totalement indépendant. Et donc, explique-moi, du coup, dans ton équipe, quelles sont les personnes qui t'ont rejoint dans cette aventure Maelstrom? Alors, on a créé l'entreprise tous les 3, Marie, Johan et moi. Marie était à l'école avec moi, à l'école supérieure du parfum. Et on s'est très vite très bien entendu à l'école. On était binômes de laboratoire, on était tous les deux tout le temps à composer pendant les cours. Et au-delà de ça, c'est une amitié qui s'est liée.
Johan, je connaissais d'autres choses, d'eau parfum, des blogs, etc. Donc une amitié qui s'est aussi tissée, mais au travers, voilà, c'est ça, de l'écriture plus particulièrement. Et un jour, voilà, avec Marie, la fin de nos études arrivait, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, le grand plongeon. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, bon, voilà, depuis le début, nous, on avait envie d'être parfumeur. Et l'idée, plus particulièrement derrière le parfumeur, c'était parfumeur indépendant. Donc on s'est dit, bon, on y va. On y va. Et en parallèle, Johan aussi était intéressé pour intégrer l'univers du parfum. Et donc, j'ai un peu fait le lien entre les deux. Et Maelstrom est né en 2017, suite à nos 5 ans d'études. On a clos nos 5 ans avec la création de Maelstrom. C'est super de pouvoir se lancer dès la fin des études et surtout de partager cette passion avec des gens que tu aimes. C'est vraiment de partager avec une équipe qui peuvent être tes amis. Ça c'est encore un plus gros projet. Ça fait plaisir tous les matins de se lever en se disant que c'est un plaisir d'aller travailler et c'est une chance dont on se rend compte tous les jours en fait. Et du coup, quelles sont vos plus belles créations chez Maelstrom, celles dont tu es peut-être le plus fier Alors, nos plus belles, oui, c'est pas moi qui vais en juger, mais en tout cas, celles qu'on aime nous particulièrement parce qu'elles représentent quelque chose pour nous. Moi, j'étais très fier de l'Iris de Fat, qui a été une de nos premières créations quand on s'est lancé. Donc, la reconstitution de l'Iris gris de Jacques Fat, qui était sorti en 1947. Qu'on a eu la chance de recréer pour la maison Jacques Fat qui voulait le relancer. Voilà, il est là. Et donc voilà. Donc ça, c'est une fierté, une grande fierté. Et il y a une merveilleuse iris, tout ce que j'aime, hyper poudrée, hyper enveloppante. C'est vraiment une aura qu'on aime s'habiller. Elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Non mais vraiment, je l'adore, tout le monde en parle dans le milieu de la parfumerie. On était très fiers en tout cas de pouvoir redonner vie à ce mythe finalement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Nolensa qui était une jeune marque qui se lançait et ça on a été très contents en fait aussi de partager un peu notre vécu de jeune marque ou jeune entreprise qui se lançait et donc ça a été très sympa de créer avec elle main dans la main avec Anaïs et Laurie. On a eu Sylvaine Delacourte qui nous a fait confiance aussi et ça c'était dingue de pouvoir travailler avec une grande dame qui venait de chez Guerlain. On a eu... C'est les premiers succès qui... C'est les premiers parfums qui sont sortis. Il y a eu Jovois aussi. Marie a signé pour Jovois et ça c'est quand même pas rien. C'est une très belle création. Et pour BDK aussi. Trop bien. Et mention spéciale pour Swing Feather de Nolensa parce que c'est vraiment pareil dans le même esprit, ceux qui aiment les poudrés délicats, les parfums pour soi. Franchement, c'est des jolis jus à essayer et à mettre tout le temps. Franchement, et en plus les filles elles sont géniales. Je les ai jamais encore rencontrées, mais ouais, franchement elles ont l'air super. Est-ce que tu peux me décrire le processus de création d'un parfum, du brief marketing? Après, je sais pas vraiment si les marques aujourd'hui te donnent des briefs comme on a pu le faire auparavant. Est-ce qu'ils vous laissent un peu aussi libre cours à votre imagination jusqu'à ce que ça se vende et que ça soit dans les parfumeries confidentielles? Alors nous, on fonctionne, comme tu le dis, avec un brief souvent. Alors le brief, ça peut être sous plein de formes différentes. Donc la marque vient nous voir, on se rencontre et soit on met au point ensemble un brief pour un ou plusieurs parfums, soit la marque vient avec une idée assez précise et va nous donner un brief sous plusieurs formes. Soit ça peut être une photo, une musique, un film. On a vraiment tout eu et c'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper variable. On s'ennuie jamais. Et c'est quoi le brief qui t'a le plus inspiré? En fait, c'est pas forcément ce qu'on croit à chaque fois. Ouais. Parfois, on peut se dire que plus on a un brief avec plein de choses, plus ce sera inspirant. Ou alors, si on est cinéphile, un film va nous inspirer. En fait, pas du tout. Parfois, j'ai été inspiré par des briefs auxquels jamais j'aurais pensé. Et inversement, parfois, me retrouver devant une page blanche après un brief que je pensais hyper stimulant. Donc, par exemple, pareil, on peut avoir des briefs qui sont finalement une carte blanche. Ouais. Une carte blanche, c'est pas forcément le plus simple. Parce que là, vraiment, on part de zéro, il faut un peu réussir à retranscrire l'ADN de la marque,
si la marque veut que ce soit aussi très cohérent avec son univers, ou alors vraiment faire vraiment ce qu'on veut et proposer quelque chose de novateur ou d'original, ou je sais pas, et l'originalité d'ailleurs c'est compliqué à trouver aussi. D'accord. Et tout en faisant quelque chose de portable, de joli, voilà, l'expérimental, c'est pas forcément donné à tout le monde pour toutes les marques. L'expérimental, c'est pas forcément facile à faire tout le temps. Donc voilà, en fait, il y a plein de contraintes finalement. Il faut pas se louper, quoi. Ou alors, il faut que la marque soit vraiment prête à faire de l'expérimental. On a eu la chance d'en faire un petit peu Par exemple comme par exemple une marque suédoise qui est sortie qui s'appelle Visiteur, qui est vraiment chouette. Avec des briefs qui étaient incroyables parce que c'était complètement fou, avec des images. Alors moi j'avais eu un brief, c'était un souvenir du fondateur de la marque, c'était le souvenir d'un voyage quand il était jeune sur une île, je sais plus laquelle, je veux pas dire de bêtises, et donc en fin de journée, après une soirée sur la plage, c'était un peu ce sentiment de nostalgie et de vague à l'âme en fait face à la mer, noir d'encre, on voyait vraiment rien et derrière on sentait la sensation de l'île foisonnante, de la végétation, etc. Et les odeurs de la fête sur la plage. Donc du coup c'était vraiment ah ouais, il y a ça peut plein de être partir choses. de tous Et les alors côtés. du coup il fallait que j'intègre à l'intérieur des notes assez précises. Il fallait qu'il y ait l'odeur de l'océan, l'odeur de cocktail, de cannabis, l'odeur de la forêt derrière, des fruits exotiques, etc. et du gardénia. Et ça, c'était assez dingue en fait de travailler tout ça. Et au final, au début, on se dit mais est-ce que tout ça va aller ensemble et tout? Et on réussit à tout imbriquer l'histoire, à tout raconter dans les moindres détails. Et le directeur artistique en face, lui aussi, il donne les directives aussi pour qu'on s'approche au plus près de son souvenir. Et donc, sont nés ces parfums et c'est assez chouette. Trop bien. Et du coup, après le brief, Et donc après le brief, donc nous on travaille au laboratoire, on met au point les formules. Donc ça, c'est des essais. On centre les essais, on rééquilibre. Ouais. On fait attention à plusieurs contraintes aussi, des contraintes de législation. Donc pour tout ce qui est allergène, etc. Des contraintes de prix, bien évidemment, qui sont propres à chaque client, à chaque projet aussi. Et des contraintes de tenue, de sillage, tout dépend en fait du brief de départ aussi. Il y a des marques qui ne veulent pas des parfums qui soient trop puissants aussi, donc c'est tout un équilibre. Et puis ensuite, le client revient, ou alors nous on va le voir, et on lui propose nos essais. Et donc suite à ces essais, lui il les porte, il les teste plus longuement, il nous fait ses retours, et on recommence, on retravaille, et on refait une soumission, et puis ça recommence. Jusqu'à ce que le travail soit achevé, que le directeur artistique soit content, que tous les tests soient concluants, on va dire. Faut le faire sentir au maximum de gens autour de soi pour être sûr que le parfum est bien accepté, qu'il plaît aussi au plus grand nombre, ou pas, dans le cas d'un... Tu le fais tester à tous tes amis Nous, on le fait tester de notre côté sur des cobayes qui sont nos amis, notre famille, les pauvres. On n'arrête pas de toujours leur donner des échantillons en leur demandant de nous faire des retours. Et alors je sais pas s'ils le vivent bien ou mal, il faudra leur demander. Trop bien, moi je serais trop contente de tester plein de parfums. Et du coup on attend leur retour et on dit aussi à nos clients de faire la même chose de leur côté, mais bon ça, généralement ils le savent, mais pour avoir le plus de retours possible. Donc tu portes aussi toi toutes tes créations aussi pour faire des ajustements. Ouais. C'est pour ça que depuis quelques années je porte beaucoup moins de parfums du marché que j'aime pourtant et que je porte plus des créations que je fais pour évaluer du coup sur des journées entières comment se comportent mes créations. Et donc après, le client valide la création, l'essai qu'il trouve le plus concluant et qui colle le plus à ce qu'il veut. Et nous, on envoie tout ça en production. Donc c'est produit dans le sud de la France, à côté de Grasse. Et puis c'est envoyé à notre client, qui lui va le mettre en flacon. Au niveau de la distribution, c'est lui qui s'en charge. Vous n'êtes plus dans le process. Exactement. Ok, ça marche. Et donc du coup, toi, quelle est la matière première de prédilection où tu te sens vraiment... le plus à l'aise ou vraiment ce que tu aimes le plus travailler? Souvent, il y a un parfumeur les parfumeurs ont vraiment leur matière favorite. Oui, c'est vrai. Après, ça peut changer au cours du temps. C'est vrai que moi, il y a des matières, parfois, je les utilise à outrance pendant un moment et puis après, je les mets de côté, sans savoir pourquoi et en m'en rendant compte après coup. Mais et je suis peut-être encore un peu jeune aussi en termes d'années de formulation pour avoir peut-être déjà une signature ou des... Ouais. Mais il y a des matières que j'aime utiliser, que j'aime... Tu as une signature, moi je trouve quand même. Tu as vraiment un côté un twist un peu poudré tout le temps qui se retrouve
Il s'avère qu'il y a pas mal de notes irisées, mais c'est vraiment sans faire exprès. Ouais. Donc peut-être que l'iris est une matière que j'aime Bon, tu l'as déjà dit, sans non? l'avouer ou sans me l'avouer, je ne sais pas. Oui, on me l'a dit plusieurs fois. Bah, on prend ne serait-ce que l'iris de Fat, le Swing Feather et le cycle 001 de Violet. On a de l'iris dans les trois, et je pense que bah, dans le Oh là là aussi que je vois là, il y a de l'iris, oui c'est vrai, oui, et dans le je ne sais quoi aussi. Et donc du coup, toi, donc, tu serais plutôt dans le... La note irisée, oui, c'est peut-être quelque chose... En fait, je trouve c'est très beau, et ça sert à faire plein d'effets. Ouais, Ça sert à faire plein d'effets, ça se fond, mais comme les muscles, j'adore les muscles. J'adore les muscles, ça sert à faire plein d'effets, au-delà d'être une odeur, parce que plein de gens ne les sentent pas. Je trouve que ça sert vraiment à donner de l'épaisseur. Pourquoi certaines personnes ne sentent pas Bien sûr. Alors les muscles, en fait, ce sont des molécules de synthèse qui sont très grosses, chimiquement parlant, physiquement parlant, physico-chimiquement parlant, on va dire. Et donc ces molécules, alors déjà, elles assurent du coup, de par leur poids moléculaire, une lourdeur intrinsèque et qui fait que ça va rester très longtemps sur la peau. Donc ce sont des molécules qui vont permettre de donner de la tenue au parfum. Et aussi, du coup, elles ont une odeur propre, propre à elles, qui font que ça va donner en plus de cette tenue, de la texture. Et donc, du fait de leur lourdeur et de leur grosseur, elles ne sont pas forcément captées par les récepteurs olfactifs de certaines personnes. Et on a l'impression de ne pas les sentir. Alors parfois, c'est juste un manque d'entraînement. Parce que comme c'est une molécule qui n'a pas vraiment une odeur particulière et forte, du fait de leur grosseur, en fait, elles sont tellement grosses qu'elles sont limite presque pas, comment dire, elles peuvent très peu s'évaporer. Donc du coup, c'est ce qui fait la particularité d'une molécule olfactive, c'est qu'elles puissent s'évaporer. Donc comme elles sont à la limite entre la molécule qui ne sent rien et la molécule qui sent, elles n'ont pas une odeur puissante et distinctive. Elles se fondent dans la masse. Voilà, c'est ça. Donc il faut les nourrir, en fait, ces muscles avec d'autres matières pour leur donner de l'odeur. Et comme une fleur, comme des notes vanillées, poudrées, etc. De l'iris, ça va très bien avec. Et donc, voilà, certaines personnes ne les sentent pas, soit par manque d'entraînement, ce qui est normal, hein, comme nous, quand on est arrivé à l'école et qu'on nous a appris à sentir les muscles et à les différencier. Au début, c'est très très dur. Ouais. Et après, avec le temps, ça vient. Au début, parfois même, on a l'impression de ne pas pouvoir les sentir. Et en fait, si, c'est vraiment, il faut y revenir, il faut y revenir, il faut y revenir. Et il y a des personnes qui, oui, vraiment, physiquement, ne sont pas capables de les sentir, puisque c'est un problème physique. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont envie d'être parfumeurs ou évaluateurs, quel conseil tu donnerais pour s'exercer à la maison, pour commencer Alors, c'est intéressant comme question. En fait, je pense que même si on ne veut pas devenir parfumeur, il faut sentir, tout sentir. C'est important. On a un peu laissé de côté l'éducation de l'odorat. Tout au long de l'histoire, hein, des siècles et des siècles d'histoire, l'odorat n'a pas toujours été très bien vu, le parfum au sens large n'a pas toujours été très bien vu. Et puis en tant que dans l'évolution, hein, l'homme n'a plus vraiment besoin de son odorat pour se défendre, etc. Donc il l'a un peu laissé de côté. Mais il faut, pour revenir un peu à l'importance de ce sens, un peu oublié, il faut au quotidien sentir tout ce qu'on peut sentir quand on cuisine, faire sentir ses enfants aussi, leur montrer que tout se sent, que les odeurs voilà, peuvent véhiculer des sentiments, des souvenirs, ça c'est important. Et ça, on y revient de plus en plus, et ça fait très plaisir. Très plaisir de voir. Je pense aussi avec tout ce qui se passe avec le virus, avec la Covid, je pense que... Et c'est là en fait, et c'est malheureux parce qu'en fait c'est au moment où on perd quelque chose qu'on se rend compte de son importance. Et là c'est assez révélateur et tout le monde commence à se rendre compte qu'il n'y a plutôt pas intérêt à perdre l'odorat, puisque c'est souvent synonyme de grave dépression, c'est très relié à l'alimentation et au goût finalement, parce que en fait le goût c'est que le goût c'est que le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami, et en fait à ça il faut ajouter toutes les saveurs, et les saveurs c'est l'odorat. Et donc souvent qui dit perte d'odorat dit perte de goût aussi, enfin de saveur, et donc perte de l'envie de manger, plus une dépression, c'est fatal, c'est très triste. Donc, Et du coup, avec ce virus, avec la Covid, qu'est-ce que tu penses que vont être les parfums de demain? Est-ce que... J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que souvent, quand il y a une grosse crise ou une épidémie, il y a souvent un changement aussi dans la façon dont on se parfume, dans la société. Donc, qu'est-ce que tu penses que toi, ça va... Ça, c'est très intéressant comme question parce que, comme tu le dis, oui,
tout changement, tout bouleversement se ressent dans le parfum, et ça c'est assez incroyable. Et c'est ce qui est passionnant aussi dans cette industrie. C'est difficile de prévoir à l'avance ce genre de choses. Et le plus passionnant, c'est de s'en rendre compte a posteriori. Mais je pense qu'on va avoir encore une fois un regain pour tout ce qui est parfum réconfortant, forcément. Cocooning, mais aussi de la gourmandise. Là où on avait une perte de vitesse sur les parfums gourmands, il y a moyen qu'ils reviennent un peu en force aussi. Oui, parce qu'on était passé plutôt sur des fleuris frais. Oui. On avait un besoin de naturalité. Alors le besoin, la reconnexion à la nature, elle continue aussi. On a toujours soit des marques 100% naturelles, ou alors qui mettent de plus en plus en avant le naturel qui arrive. Alors il y a Sambon, il y a Bastille, Floratropia, t'en as d'autres dans les 100% naturels. J'en ai plus là. Il y en a une en niche aussi, dont j'ai oublié le nom. Je pense qu'on est... on est bien. On est bien. Et oui, donc ça prend de l'ampleur aussi. Reconnexion à la nature, à des fragrances un peu plus élémentaires. Et moi, je militerais presque aussi pour un retour à des parfums un peu plus délicats. Ouais, je suis d'accord. Parfum pour soi. Un parfum pour soi, ou même s'il est pour soi, qu'on ne soit pas dans le trop. Dans le trop. Que ce soit quelque chose, que ce soit de la délicatesse, d'une fleur, qu'on ne porte pas en fait pour sa capacité à tenir, son pouvoir d'avoir un sillage qui décolle la tapisserie. Non, en fait, c'est juste d'avoir un truc qui fait plaisir. Exactement. Et qui soit beau, poétique, délicat, et juste à lire comme un poème en fait. Un parfum qui soit beau, juste beau. Et donc du coup, toi, à ton avis, comme tu me parlais qu'il y a plein de marques 100% naturelles qui se lancent en ce moment, toi, quel est ton avis autour des matières premières naturelles vs matières premières de synthèse ? Alors, c'est un débat un débat sans être un débat. Qui n'est pas un débat en fait. En fait, il y a des matières, les matières naturelles sont parfois sublimes, parfois moins, comme les matières de synthèse d'ailleurs. Il faut juste savoir que déjà le prix ne veut pas dire n'a pas d'influence sur la qualité. Enfin, comment dire ? Le prix, on peut mettre très cher dans un jasmin. Si le jasmin il est tout seul, l'absolu jasmin dans un parfum, ce sera un peu décevant quand même. D'accord. Il faut quand même lui ajouter plein de choses. Le travailler, l'orner, le travailler, le facetter dans plein d'aspects différents pour avoir aussi un développement, un tête cœur fond, une tenue, du sillage, etc. Parce que porter un absolu jasmin seul, il a beau valoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros le kilo, c'est pas le plus passionnant du monde. C'est très beau, mais c'est pas le plus passionnant. Et puis il y a des matières de synthèse qui coûtent très cher, qui coûtent beaucoup plus cher que les naturelles. Tu as des exemples par exemple, un ambroxan qui est une matière boisée, ambrée, avec un effet dans le sillage assez beau, assez ample, qui est très employé à l'heure actuelle dans la parfumerie. C'est une molécule qui coûte très cher. Donc il ne faut pas penser que synthétique est égal à peu cher et égal à mauvais. Ça ne veut pas dire non plus qu'une molécule chère de synthèse sera meilleure qu'une molécule pas chère, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Donc il faut de tout pour faire un monde, comme on dit souvent. Et moi je pense que le plus beau, c'est l'alliance des deux. Évidemment. Un bon équilibre entre les matières naturelles et les matières de synthèse. Exactement. Il faut faire attention aussi du coup à employer les bonnes matières, qui ne soient pas polluantes, qui ne s'accumulent pas dans la nature aussi, puisqu'on a un devoir, je pense, en tant que parfumeur, à prévenir nos clients, aux efforts qu'il y a à faire sur ça aussi, puisqu'on a des instances qui réglementent tout l'aspect allergène, etc., pour l'aspect cosmétique, donc en lien avec la peau, mais pour l'aspect environnemental, c'est intéressant cette question. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois vraiment une modification par exemple, peut-être aussi les matières de synthèse, des marques qui te demandent aussi pour l'environnement, nous on ne veut pas ces matières premières Complètement, oui, on a des marques qui nous demandent des muscs qui soient clean, qui ne soient pas accumulables dans l'environnement par exemple aussi, qui donc sont plus facilement biodégradables.
qui ne vont pas s'accumuler dans les rivières, dans les poissons, dans le lait maternel. Ok. Et moi, je trouve ça assez normal génial. en fait, de réagir sur ce genre de choses plutôt que de faire du 100% naturel de vouloir faire que ça, puisque le 100% naturel, c'est pas forcément meilleur en tout cas pour l'environnement et pour la peau, pour le consommateur, puisqu'en plus, on a plein de matières premières naturelles qui viennent de l'autre bout du monde. Donc en fait, quand on fait le bilan, et plus particulièrement le bilan carbone d'une matière première, c'est pas forcément non. la meilleure chose de prendre. C'est pas forcément la meilleure chose. Ouais. Donc il y a voilà, tout un équilibre à avoir, je pense. Pour avoir un beau parfin. Pour avoir un beau parfum. Et du coup, en parlant de beau parfum, on va parler de Théo Cabanel, tes dernières créations. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus quel a été ton brief? Alors on avait le Très French qui a été créé par Marie Schnierer. Donc là, c'était la volonté de faire un floral un peu cosmétique, crémeux, assez plaisant, mais aussi moderne. Parce qu'il faut savoir que Caroline, quand elle est venue nous voir, Caroline Ilaka, la créatrice, la fondatrice de la marque, est venue nous voir en nous disant voilà, je veux un floral, mais j'aime pas les floraux. J'aime pas les fleurs. Elle voulait un lilas, un muguet, elle savait pas trop, mais elle nous disait voilà, là c'est un challenge parce que. C'est dur, les fleurs surtout le muguet. Voilà, j'aime pas ça. Et donc on lui a dit ah mais Caroline, t'es sûre de vouloir un muguet ou un lilas si t'aimes pas les fleurs parce que c'est quand même pas les fleurs les plus faciles à apprivoiser. Donc on a dit bon bah voilà, on va relever le défi. Marie l'a relevé avec brio en fait. Elle a fait un très beau muguet avec du jasmin à l'intérieur, un très bel absolu jasmin et avec une note de poire assez crunchy en tête. Et donc un très beau floral que Caroline a adoré. Donc on l'a réconcilié, j'espère, avec les fleurs. Et vous vous aidez entre toi et Marie? Oui, quand on sent du coup avec notre évaluateur Johan, on évalue aussi tous les trois finalement. Donc et puis c'est vraiment un partage entre vous oui. sur les trois. Et puis chacun par rapport à nos créations perso, on accumule un savoir-faire, des connaissances qu'on partage entre nous, et c'est important. Très enrichissant et de les acquérir, voilà, c'est ça, de les acquérir chacun de notre côté, puis aussi de les partager entre nous. C'est comme ça qu'on apprend plus vite et que c'est plus passionnant. Du coup, après moi, c'est oh là là. Alors, oh là là, oui. Alors, oh là là, ça, c'était un brief autour du santal. Oui. Et alors là, on a beaucoup parlé de santal avec Caroline et son équipe, puisque là, par exemple, il y avait une implication aussi environnementale et éthique. Le santal, il y a eu beaucoup de problèmes en Inde, sur la spéculation, sur des choses pas très cool. Et donc, on l'a prévenu en lui disant que voilà, on ne voulait pas forcément utiliser du vrai santal. Donc, il n'y en a pas dans Oh là là, du vrai santal. Mais travailler autour de cette note pour lui rendre hommage quand même. D'employer plein d'autres matières naturelles qui sont sublimes. Il y a un absolu de tabac à l'intérieur, il y a de la fève tonka, il y a plein de très très belles choses. Mais pas forcément le vrai santal. D'accord. Et donc son nom de code, lui, c'était Santal Crush. Parce qu'on trouvait la note assez addictive, parce que nous on a des noms en interne et ensuite quand on les soumet aux clients. Parce que je crois que dans le dossier de presse, ils l'ont repris dans le dossier de presse. Oui, c'était pour faire le clin d'œil un peu au brief. Et donc moi celui-ci j'y croyais assez, je trouvais la note assez addictive. Après quand on le fait, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner après. Hein, donc on a beau être persuadé, c'est pas une vérité. Il y a un côté, il est santal lacté velouté avec un côté croquant, mais il est gourmand sans l'être trop. Et c'est un parfum, comme tu parlais des tendances qu'on est plus dans la délicatesse, c'est pas des parfums à forciage, c'est plutôt, là on est vraiment sur un côté cocooning et un parfum plutôt pour soi. Moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est pas un parfum où on a envie de se faire sentir, on a envie vraiment de se faire du bien mais tout seul et je le trouve hyper réconfortant. Oui c'est vrai, elle le voulait comme ça, un côté très rassurant, cocooning. Et le santal, c'est parfait pour ça. Exact. Et là, c'était vraiment le travail. La noisette qu'on sent, qui donne ce côté un peu crunchy gourmand, a été rajoutée dans la fin du développement. On s'est dit, pourquoi pas rajouter ça? Parce qu'on avait développé le côté... et il y en a un peu dans le je ne sais quoi aussi, oui. Et la noisette, elle est vraiment arrivée à la toute fin. Mais parce que ça allait très bien avec la fève tonka qu'il y avait déjà dedans, les muscs et l'aspect santal. Et donc, ça a vraiment parfait en fait le départ irisé et en fait très urbain. Et ça c'était intéressant parce qu'elle voulait un parfum qui soit urbain et la note urbaine entre guillemets c'était vraiment cet aspect que je trouve très t-shirt blanc en fait à porter. Je trouve qu'il a un truc assez simple. Oui.
C'est ce que je dis à chaque fois quand, par exemple, moi j'ai un parfum comme ça qui est Chance au tendre. C'est la petite robe noire qu'on va prendre quand on ne sait pas s'habiller, quand on ne sait pas quoi mettre. Après, on peut ne pas l'aimer, ça c'est autre chose, mais je trouve qu'il a un truc. Il est assez consensuel quand même. Il a un truc facile à porter et où on se fait plaisir, et quand on le met, je pense que on peut le porter aussi bien, très bien habillé, que juste avec un t-shirt. Clairement. Et il y avait des notes un peu plus, justement pour faire clin d'œil à ce côté urbain et facile à porter, t-shirt blanc, des notes un peu gomme de pneus, gomme de caoutchouc, des notes un peu... alors c'est marrant, j'ai vu certaines personnes qui parlaient d'intérieur de voiture. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des molécules, la note irisée qui est à l'intérieur, ces notes de gomme dont je te parle, font écho à ces notes-là. Donc moi, je suis content de retrouver ça dans les descriptifs que font les gens, parce que c'est la fameuse note un peu urbaine qu'on a à l'intérieur. Il y a une molécule aussi qui sont l'électricité statique, qui a été très faiblement dosée, mais il y a une très légère note vibrante d'électricité statique que j'adore. C'est quoi cette molécule? Je vais la garder secrète. Ah d'accord. C'est dingue ça. Je connais pas du tout cette je te la ferai sentir tout à l'heure. Je vais bien, avec plaisir. Et le dernier, donc c'est celui-ci. C'est le je ne sais quoi. Et alors là, le brief était très précis. Caroline voulait un Genmaisha. Donc le Genmaisha, c'est un thé vert avec du riz soufflé. Et donc le brief était juste ça. Elle voulait un parfum qui soit pareil, réconfortant, cocooning, et qu'on puisse adopter, facilement porter chez soi pour se réconforter. Et alors on est arrivé à ce je ne sais quoi qui porte bien son nom, je trouve. Je pense qu'il interpelle assez. C'était assez drôle ce développement, parce que le riz soufflé, ça peut être une odeur qu'on trouve assez ténue, etc. Mais là, elle a été vraiment poussée. Et d'ailleurs, Caroline a vraiment insisté pour pousser encore cette note, qui du coup, à la vaporisation, donne quelque chose un riz soufflé qui est hyper radieux et qui en jette, quoi. Avec des notes un peu de noisette, comme tu disais aussi, mais ça, c'est de par les matières qu'on a utilisées pour donner ce côté riz soufflé. Les notes irisées qui donnent aussi cet aspect poudré, moi que j'aime bien, de riz qui cuit, qui peut avoir un aspect très poudré qui sature un peu le nez. Ouais. Et l'accord, l'odeur du riz quand on le sort ça peut être à la fois réconfortant et complètement étouffant, moi je trouve. Exact. Une maison où on a fait cuire du riz, quand je rentre dans une pièce, une cuisine ou quoi, ça me prend au point comme si j'avais l'impression qu'on me remplissait le nez de poudre, en fait. Clairement, c'est hyper fort. C'est suffocant. Et là, et donc pour contrebalancer l'aspect riz, il y a évidemment ce thé, ce matcha et ce thé vert qui sont retranscrits avec des notes de feuilles de violette, de maté, donc un absolu de maté. Un côté un peu amer aussi. Ouais, complètement. Et qui donne d'ailleurs cette couleur verte qu'on voit dans le flacon, donc c'est une coloration complètement naturelle. D'accord. D'ailleurs, elle n'était pas prévue au début. On a été un peu surpris, mais finalement, bon, bah voilà, hein, c'est la concession à faire pour une très belle matière naturelle d'ailleurs, qui est à l'intérieur. Et donc, ça doit être certainement la chlorophylle naturelle du maté qui donne ce côté vert. Voilà. Et quels sont les projets du coup que tu es en train de travailler et que tu peux nous communiquer? Alors, tout reste pour l'instant confidentiel évidemment. Ouais. J'aimerais bien pouvoir parler de tout, hein, mais on a, alors moins confidentiel puisqu'elles ont déjà été annoncées, il y a 3 nouvelles créations qui vont arriver l'année prochaine chez Théo Cabanel justement. Super. Tu as eu la chance de pouvoir faire toute la collection, quoi. Avec Marie, on s'est vraiment fait plaisir, c'était hyper agréable de travailler et j'espère que l'équipe Théo Cabanel a pris autant de plaisir que nous. Et donc ça c'est chouette, donc on a hâte d'en parler. On a des bougies, des cosmétiques qui arrivent aussi, voilà, plein de choses qu'on a hâte. Tu fais encore d'autres, tu fais le parfum, mais tu as aussi d'autres supports. Oui, complètement. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire travailler sur plein de bases différentes, plein d'applications différentes, et ça c'est des travaux du coup qui diffèrent complètement d'un projet à l'autre. Soit par les briefs, soit par ces supports. Est-ce que tu peux expliquer la difficulté de faire des différents supports, ouais. Les différentes bases? Alors, par exemple, quand on va travailler une bougie, le support, ça va être une cire. Donc déjà, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lourd que de l'alcool, donc qui va moins exacerber les notes. Et surtout, ça va être de la combustion. Donc du coup, on va utiliser des matières qui peuvent survivre à une flamme. Ouais. Et c'est assez complexe à parler de formulation de bougie parce qu'il faut tout caricaturer. Tout caricaturer pour qu'une fois que la bougie exhale le parfum, on ait quelque chose qui se mette en place dans l'air. D'accord. Et donc finalement, quand on sent un concentré de parfum de bougie, ça ressemble à rien du tout. Et une fois qu'on le met dans la cire, et là aussi il faut encore attendre,
Et une fois qu'on brûle le parfum, qu'on brûle la bougie, on a la vraie odeur qui se diffuse dans la pièce. Et donc ça, c'est des développements qui sont assez longs et assez fastidieux. Quand on recherche une note précise, ça peut être compliqué. Et il y a certaines notes d'ailleurs qui sont quasiment irreproductibles en bougie. Et c'est lesquelles par exemple? Des notes d'agrumes, des notes très fraîches, ça peut être souvent un peu décevant parce que ce sont des molécules assez petites, assez fragiles, qui ne supportent pas la chaleur. Et les cosmétiques, la cosmétique, il faut que ce soit donc dans des crèmes, donc tout dépend de la base, si elle est huileuse ou aqueuse. Il y a beaucoup, tout ce qui est qualité et tout ça au niveau des soins, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement, on a des restrictions qui ne sont pas les mêmes qu'en parfum, les dosages sont beaucoup plus faibles. Vraiment beaucoup plus faible, 10 à 15 fois plus faible. Donc il faut que ça sorte malgré cette contrainte et suivre toute la réglementation en vigueur. Merci Patrice pour cette jolie interview parfumée. Avec grand plaisir. J'espère vite sentir du coup les nouveautés Théo Cabanel et tes futurs projets. J'espère qu'on pourra en reparler. Super. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.